la deuxième question, c'était comment on rend désirable. Et en fait, souvent, on manque d'exemples inspirants, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait ailleurs, qu'est-ce qui a bien fonctionné. Alors, dans les rapports du Haut Conseil pour le climat, par exemple, on avait fait un rapport qui regardait rénover mieux pour le bâtiment, leçon d'Europe. Et on avait regardé plusieurs pays différents, donc on avait regardé Suède, Allemagne, Royaume-Uni et France. Et on avait regardé les choses qui avaient été intéressantes, qui avaient été tentées, différentes, parce que chaque pays a des politiques publiques différentes. Et ce qui était vraiment intéressant, c'était le retour d'expérience de la Suède, notamment sur les approches de chauffage urbain, donc décarboné, et puis ensuite sur les gains de dépenses de chauffage, les aides à l'isolation pour arriver à avoir des logements plus performants, qui sont vraiment très inspirants sur ce volet-là, par exemple. Et l'autre exemple que j'aime bien, moi, je vais revenir sur le vélo, c'est pas une obsession, mais c'est l'exemple en fait de villes néerlandaises qui ont été comme nous transformées pour faire que de la place à la voiture, et à un moment donné, par la société civile, qui avait une aspiration à ne pas que avoir des parkings géants, mais avoir des villes vivables, a conduit à des transformations profondes. Et moi, j'invite toujours les élus à aller voir notamment la ville d'Utrecht, qui est une ville universitaire que je connais bien parce que participe à des projets européens, qui est assez spectaculaire sur le fait d'une ville vraiment très agréable, pensée pour les mobilités à vélo. Et ce qui m'a frappé, c'est plusieurs choses. Donc la première chose qui m'a frappé, c'est l'autonomie des plus jeunes. C'est-à-dire que quand on pense le transport à l'école et au collège accessible pour des enfants sur des choses sécurisées à vélo, en fait, on permet aux plus jeunes de prendre de l'autonomie, de s'émanciper. Donc il n'y a pas le côté des parents qui surveillent, qui accompagnent tout le temps. Bien sûr, c'est un risque, mais en réalité, ça permet d'avoir des jeunes beaucoup plus autonomes, parce qu'ils se prennent en charge sur les mobilités. En plus, à l'adolescence, vous avez parfois des poussées hormonales qui vous conduisent à vous opposer. Voilà. Le fait de faire une activité physique le matin, le soir, avec les amis, en extérieur, ça apaise. Et très honnêtement, c'est le retour d'expérience qui a été fait. Ça a été aussi montré que c'est important. Et enfin, il y a un gain d'à peu près 5 à 10 ans d'espérance de vie en bonne santé, notamment sur la mobilité et la santé cardiovasculaire, qui est vraiment intéressant en termes de politique de santé publique. Alors quand on y va la première fois, ça surprend en fait, mais c'est intéressant de voir ce qu'on peut gagner sur d'autres approches de l'aménagement d'une ville. Les autres exemples inspirants, c'est, je trouve, des pays, donc je parlais des Pays-Bas, mais on peut penser à la Suisse ou d'autres, qui ont pris plus facilement que nous la mesure des limites. Et vous savez, quand on parle d'environnement, on a tendance à parler de limites planétaires, ce qui est pour moi un concept un peu flou. Parce qu'il n'y a pas un seuil en dessous duquel tout va bien, puis au-dessus duquel c'est hors de contrôle. Mais par contre, localement, le fait de se rendre compte, par exemple, aux Pays-Bas, qu'on n'a pas une surface énorme pour occuper le sol, et on a besoin de conserver des espaces naturels, des zones d'agriculture et des zones urbaines, il y avait une prise de conscience, parce que le pays est plus petit, plus vite de ces limites-là, comme en Suisse, où on s'est dit, en Suisse, on ne va pas faire des parkings en surface, on va les mettre en sous-sol, on a besoin de la surface pour vivre, pour faire autre chose que stocker des voitures. Ça a été fait plus tôt, je dirais. Et on a vu en France l'artificialisation des terres, qui est énorme en fait, par un mouvement notamment de périurbain qui sort les gens des villes, donc détruit le tissu social qu'on a dans les villes, éloigne les gens des services publics, donc crée aussi une forme de société très individuelle, et puis en même temps détruit des terres agricoles, des milieux naturels, d'une manière spectaculaire. Et donc ça pose aussi la question de, à un moment donné, se dire, ce schéma-là, on ne peut pas le maintenir dans la durée, parce que ça nous amène à quelque chose qui est vraiment pas soutenable. Donc on ralentit puis on arrête, et ça demande de penser autrement l'utilisation des terres. Et donc là, il y a des retours d'expérience de petits pays aussi, qui sont intéressants. Alors après, donc, comment on sort de la politique du court terme? Donc ça peut être par une forme de planification écologique. Ça peut être avec cette idée de, voilà, on se fixe cet objectif, nous, d'arrêter de faire dériver le climat et les risques associés en Europe en visant cette neutralité carbone autour de 2050. Et donc, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif à horizon 2030? Comment on le décline? Comment on le partage? Donc ça a été fait. On voit bien que là, il y a des retours en arrière, notamment sur la partie agricole, et notamment par rapport un peu de place pour la biodiversité, c'est surtout ça en fait qui a été détricoté, les jachères, les mares, les haies. Donc c'est plutôt le volet biodiversité qui a été fragilisé,
Ce qu'on voit là, c'est qu'on est dans un entre-deux, c'est-à-dire il y a ces objectifs ambitieux 2030, comment on les décline, comment on les tient. Ça, c'est du court terme, pour moi, c'est de l'implémentation. Et après, il y a cet objectif de long terme 2050, et puis là, on est au milieu du gué. Et le cadre européen à construire, le cadre français à construire, c'est finalement entre les deux. Qu'est-ce qu'on va faire de 2030 à 2040? C'est entre le moyen terme et le court terme. Et c'est le moment où il faut sortir des énergies fossiles. C'est le moment où il faut construire la sortie du pétrole, la sortie du gaz. C'est structurant, en fait, par rapport aux infrastructures. En France, c'est en gros encore la moitié de l'énergie primaire qu'on consomme. Et c'est à ce moment-là qu'il faut le construire. Donc ça veut dire les chauffages, ça veut dire l'industrie, ça veut dire les mobilités, vraiment à rentrer dans des changements structurels profonds. Et ça, pour moi, c'est le lien entre le court terme et le long terme, c'est comment on crée cette vision-là, qu'on la partage de manière crédible, plausible. Et donc ça va aussi avec cette nécessaire planification, en fait, qui est nécessaire au niveau national, au niveau européen, mais qui est aussi nécessaire au niveau territorial, en fait. Et quand le secrétariat à la planification écologique a commencé à construire, par exemple, les COP régionales, une des choses qui en est ressortie, on les a auditionnés pour le Haut Conseil pour le climat, c'est finalement ce manque d'outillage, de planification, d'outils de suivi, de mesures, qu'est-ce qui fonctionne pas, quel objectif on se donne, et est-ce qu'on est capable de lier les investissements avec les trajectoires qu'on veut suivre? Est-ce qu'on est capable que les choix d'infrastructures soient cohérents avec la trajectoire qu'on veut suivre? Souvent, ça manque en fait au niveau régional, au niveau territorial. Donc ça demande des compétences aussi, pour arriver à articuler les deux, pas simplement gérer au fil de l'eau, un peu comme à l'actuel, mais vraiment se doter de stratégies et d'une capacité à suivre leur efficacité. Ça demande d'être capable, par exemple, d'évaluer des projets de loi avant et après. Et ça peut paraître étrange, mais c'est souvent pas fait. Et par exemple, la loi mobilité du gouvernement Macron 1 n'avait pas été analysée à l'angle de sa cohérence avec les objectifs climat, ou la loi Egalim. Et donc la première loi qui a été analysée en ce sens-là, c'était la loi climat-résilience qui venait des travaux de la Convention citoyenne, où une lecture très optimiste par un cabinet de conseil montrait que ça pourrait permettre de faire une partie du chemin, en fait, si c'était entièrement mis en œuvre. Voilà. Mais ça, c'est important, en fait. C'est des outils de gouvernance, finalement, un peu quantifiés, pour pas simplement créer un surplus de réglementation au détriment de l'efficacité de l'action qui est mise en œuvre.